Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on en apprend un peu plus sur l'Association des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres de la MRC du Rocher-Percé. Donc, l'association sert à ça, à briser l'isolement dans un premier temps, à faire un lieu de rencontre pour développer des liens amicaux. On discute de la campagne de financement 2013 de Centraide avec M. Jacques Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. C'est sûr que Centraide, c'est un bailleur de fonds qui est terriblement important parce que sa mission à Centraide, c'est de soulager la misère. Alors, de par les organismes que nous sommes et de par la mission que l'on vit, bien, c'est sûr qu'on travaille avec Centraide dans le but d'aller chercher de l'argent. La capsule divertissement avec Mme Josselle Cauvier. Alors, des animaux hybrides, on n'en entend pas beaucoup parler dans l'actualité, mais par contre, parfois on entend parler de l'hybridation comme de quelque chose de négatif. On se dit l'être humain commence à jouer à Dieu et mélanger des espèces qui ne devraient pas être mélangées. Et la capsule Plus on y pense avec M. Michel Fréchette. Le thème de la capsule d'aujourd'hui m'a été inspiré par l'exploration d'une partie du décor de la campagne électorale municipale et celle à la MRC. Je vous propose d'élargir notre vision du développement de notre belle et spectaculaire région en explorant durant les minutes qui suivent la stratégie d'intervention gouvernementale pour le développement de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine, on débute l'émission avec une rencontre avec Mme Josselle Cauvier, fondatrice de l'Association des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres de la MRC du Rocher-Percé. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Alors, on reçoit en studio aujourd'hui Mme Jolene Cauvier, psychosociologue au CLSC de Chandler, M. Philippe Lelièvre, porte-parole de l'Association des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, et la fondatrice de ce mouvement, Mme Josselle Cauvier. Alors, tout d'abord, je vais débuter avec Mme Josselle. Ça va bien? Oui, ça va bien. On s'est déjà rencontrés à quelque part, nous deux, là. Je pense que oui. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, Josselle, à fonder une telle association? Bien, ça a été fondé en avril 2011. C'est que moi, j'ai fait mon coming out assez tardivement, puis les gens l'ont vu, je l'ai fait sur les ondes de la télé communautaire pour aider d'autres personnes. Donc, je me suis rendu compte que je me sentais assez seule, je vivais beaucoup d'isolement, puis je connaissais absolument personne qui était lesbienne ou même gay dans mon entourage. Puis je me disais, mon Dieu, il faudrait qu'il se passe quelque chose, une association, un organisme, pour qu'on puisse se rencontrer. Donc, j'ai approché le CLSC de Chandler et l'organisatrice communautaire était emballée par le projet, puis elle m'a dit, je vais t'aider. Donc, on a fait une petite annonce dans les journaux, dans les médias, puis on a fait une première réunion, puis il y avait des gens qui sont venus. Donc, moi, ça m'a fait énormément de bien. Premièrement, parce que je me sentais moins seule, mais aussi, je me disais, bien, dorénavant, quand une personne va faire son coming out, elle va avoir un endroit où aller, un endroit où parler, où se sentir supportée. Ça, on n'a pas idée à quel point ça peut faire du bien, parce que la communauté gay vit beaucoup d'isolement, que ce soit en Gaspésie ou ailleurs au Québec. Donc, l'association sert à ça, à briser l'isolement dans un premier temps, à faire un lieu de rencontre pour développer des liens amicaux. Il y a même des couples qui se font parce qu'on rencontre des gens. Puis c'est aussi pour dynamiser un peu le milieu et aussi pour sensibiliser la population en général parce que si on n'entend jamais parler des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, bien c'est clair qu'on va rester avec nos préjugés. Donc, en ayant une association comme ça qui intervient comme aujourd'hui dans les médias, ça permet aux gens en général d'apprendre à nous connaître et de démystifier un peu c'est quoi l'homosexualité, de faire tomber les préjugés. Donc, l'association, ça sert beaucoup à ça, c'est de briser l'isolement chez les gens. Non seulement tu nous as donné une très bonne description, on a quand même résumé la mission même de l'organisme. Exactement. Et puis maintenant, nous allons passer avec la psychosociologue, Mme Jolene Cauvier. Bonsoir, bonjour. Bienvenue à l'émission. Ben oui, ça va bien. Oui, ça va très bien, vous? Ben oui. Donc, l'émission aujourd'hui, vous êtes à l'émission aujourd'hui un peu pour nous sensibiliser un peu sur la façon avec laquelle se déroulent les rencontres, parce qu'il y a des rencontres d'organiser dans le cadre de cette association, oui. Il y a des rencontres quand même assez fréquentes depuis le tout début, en fait.
Moi, je suis l'intervenante désignée, donc je travaille pour le CLSC, le C3S. Puis, on travaille à chaque 2 semaines environ une rencontre d'une durée de 2 heures. C'est une rencontre, je dirais, un groupe de soutien, un groupe de partage, où les gens peuvent venir témoigner de leur expérience, mais aussi apporter réconfort, soutien. C'est un groupe de liens, de nature presque même des fois conviviale, familiale, où les gens peuvent parler, s'exprimer. Évidemment, c'est un groupe qui respecte la nature confidentielle des propos, donc les gens s'engagent à venir, mais à laisser dans le groupe. Ce qui est dit dans le groupe, quand on ressort, bien, on laisse ça là, tout simplement. Mais c'est un très, très beau groupe, je dirais. Depuis le début, c'est un groupe ouvert. Ça veut dire qu'on peut se rendre au groupe à n'importe quel moment. Parce que souvent, des groupes de thérapie ou d'autres types de groupes comme éducatifs, s'il y a 8 participants, bien après, on ne peut plus s'ajouter après 3-4 rencontres. Mais ce groupe-ci est fait comme ça. C'est un groupe ouvert, c'est un groupe où c'est hommes-femmes mélangés, puis aussi toutes les tranches d'âge. Donc, on a des gens de 16 à 65 ans facilement. Fait que c'est varié, puis les gens circulent un peu comme ça. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent, mais on est toujours à un bon 8-10 personnes. Fait que les rencontres se déroulent un petit peu comme ça, chaque 2 semaines. Et j'imagine que le respect est prôné lors de ces rencontres-là et tout se fait selon le bon vouloir de chacun des participants. Il n'y a pas de pression qui est mise sur ceux qui se présentent à ce genre de réunion-là. C'est vraiment un endroit où on retrouve une certaine solidarité et puis des gens qui sont à l'écoute. C'est important ce que vous ramenez parce qu'en fait, les gens ils peuvent venir seulement écouter. Ça nous est arrivé à quelques reprises, des personnes qui sont moins à l'aise de parler. Ils se sont assises puis ils ont simplement écouté. Des fois, ça nourrit autant. Puis ça dépend de quelle sorte de personne qu'on est. Hein? Il y a des gens qui sont placoteux. Moi, je suis une placoteuse. Puis il y a des gens qui aiment mieux écouter. C'est des gens qui ont cette sagesse-là. Donc, on laisse cours à ce que les gens veulent bien venir chercher dans le groupe. Il n'y a pas de pression. Les thèmes aussi sont variés. On va vraiment avec ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Puis je vous dirais là, qu'étonnamment, on ne parle pas toujours tant que ça de tout ce qui est propre à l'homosexualité, à la bisexualité. Souvent, ça va être des thèmes qui m'interpellent moi comme personne même. Tu sais, ça va être les relations amoureuses, les conflits, la communication. Donc, c'est vraiment, vraiment enrichissant. C'est plaisant. C'est un bel endroit pour avoir de beaux échanges Oui. et j'imagine créer de nouvelles amitiés. Bien oui, évidemment, parce que souvent les liens, c'est un lieu confidentiel, mais souvent les liens vont se poursuivre en dehors du groupe. Ça fait un certain réseautage. Souvent les gens après vont devenir amis même en dehors. Puis peuvent s'apporter comme ça un certain soutien, ça fait du bien parce que c'est une communauté qui, disons-le, est très isolée. Puis disons-le aussi dans notre type de communauté, dans notre différence culturelle, c'est être différent, c'est un peu moins facile peut-être qu'à l'extérieur sous certaines formes. Des fois, c'est moins facile, des fois, ça l'est plus. Mais être différent dans son orientation sexuelle en Gaspésie, vu que tout le monde se connaît, tout le monde connaît la maman d'eux puis le papa d'eux, puis c'est des gros moves à faire, un coming out en Gaspésie. Là. Ça implique une grosse vague. Donc, je trouve que c'est d'autant plus une bonne raison d'offrir des ressources pour ça. Des fois, de vivre dans un petit milieu, c'est un peu le genre de conséquences qu'il peut y avoir de faire un coming out, mais par contre, avec une association telle que celle qu'on reçoit en studio aujourd'hui, vraiment détend l'atmosphère et nous ouvre vraiment la porte à avoir un endroit pour pouvoir en parler et un endroit aussi à pouvoir l'utiliser même pour sensibiliser. On doit dire, cet organisme-là est toujours en plein développement et on a avec nous M. Philippe Lelièvre qui va nous parler un peu de ce qui s'en vient. Et puis, est-ce que je me trompe en disant que c'est une structure qui est toujours en évolution, l'association? C'est sûr que c'est toujours en évolution. Là, on est en train de changer. Moi, je suis rendu en charge du dossier de monter un organisme à but non lucratif. D'accord. Ça, c'est vraiment pour changer un petit peu la dynamisme au niveau du groupe parce que certaines personnes, comme disait Jolene, c'est qu'il y a des gens qui ont rentré à l'association, là, ne sont plus là parce qu'ils n'ont pas un besoin en soutien, ils ont besoin plus au niveau des activités, vraiment une différence. Fait que... Alors, à ce moment-là, ils sont réorientés vers d'autres services, oui, j'imagine? Oui, je comprends. c'est ça. Donc, le but premier de l'organisme, c'est de changer un petit peu comme... casser le moule, faire différent, puis vraiment ouvrir plus de portes pour d'autres gens qui n'ont pas besoin de soutien, mais plus, mettons,
faire du social ou avoir des activités différentes. Au niveau de la structure administrative, la structure au niveau interne de l'organisme, parfois ça peut devenir complexe parce que, veut pas, il y a des gens qui sont prêts à venir faire des témoignages, mais de là à s'intégrer dans l'organisation de tout cela, ça peut devenir un peu lourd pour les bénévoles qui sont greffés à tout cela. C'est un peu ça qui vient lourd. C'est sûr, c'est lourd. Moi, par exemple, j'ai pris de l'aide, puis j'en prends toujours, de Mme Francine Roy, qui est organisatrice communautaire au CLSC. Oui. Elle m'a offert son aide, puis moi, je vais prendre toute l'aide qui m'est offerte parce que c'est sûr, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de préparation, c'est pas un petit dossier. Les rencontres, c'est mensuel? C'est aux 2 semaines. Aux 2 semaines? Oui, aux 2 semaines. Là, on essaie de varier un peu, faire 2 semaines une réunion, 2 semaines après une activité. On a fait la variation il n'y a pas longtemps, puis ça a bien été. Les gens ont apprécié. C'était différent que de dire on s'en va au CLSC, puis on est en réunion. On dit CLSC, les gens à la maison, rappelez que c'est l'endroit où se passent les réunions en tant que telles. Ça se déroule toujours au CLSC de Chandler. Oui. En face de l'hôpital. C'est important aussi de mentionner que les gens qui viennent, bon, oui, il y a des gens qui ont fait leur communion depuis longtemps, que c'est bien intégré dans leur vie, puis ça va bien. Il y a des gens qui sont en train de le faire et il y a des gens en questionnement. On est ouvert aussi aux gens qui ne sont pas sûrs. Parce que c'est assez rare, je dirais, que lorsque tu réalises que tu es gay, que ça se fasse de même. Ah, je me réveille, ah ben oui, je suis lesbienne. Mais il n'y a pas de pression qui est mise non plus pour faire un communion. Non, on peut participer à ces réunions-là, puis rester toujours dans le secret. Hein? Exactement. Il y a des gens qui peuvent venir 1, 2 rencontres parce que eux, ils se demandent, ça se peut-tu que je suis lesbienne? Ça se peut-tu que je suis gay? Ils vont venir, ils vont entendre les autres parler. Exactement. Puis en échangeant avec d'autres personnes, ça permet d'avoir des éclaircissements. Donc, c'est pour ça qu'on est ouvert aussi aux gens en questionnement. Puis, comme Jolene le disait, c'est vraiment important la confidentialité parce qu'on vit, entre autres, dans un petit milieu. Hein. Puis, justement, quand il y a les rencontres au CLSC, pour les gens que ça intéresse, on se stationne derrière le CLSC. Puis, aussi, il faut savoir qu'au CLSC, il y a plein de rencontres, que ce soit, il y a différents, je pense que Jolene pourra en parler. Il y a plein d'organismes de rencontres. Donc, si on voit votre voiture au CLSC, les gens ne vont pas déduire que vous êtes à une rencontre gay, là, parce qu'il y a déjà il y a plusieurs groupes qui se forment. Puis, oui, c'est exactement ça. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, surtout s'ils sont dans les premières étapes. Ils ont peur de faire leur coming out. Souvent, c'est la peur d'être identifié, d'être pointé du doigt et qu'on porte un jugement sur ce que l'on est. Hein. C'est ça qui fait peur aux gens. Exactement. C'est tout à fait compréhensible. Ben oui, c'est pas facile. Moi, j'étais dans le placard pendant presque toute ma vie, carrément. Donc, même toi, personnellement, à un certain moment, tu te posais des questions. Tu as eu un cheminement à faire, toi aussi, là, du témoignage qu'on a échangé ensemble. Oui, puis j'aurais aimé ça, à l'époque, pouvoir parler avec des personnes gays pour essayer de me comprendre. Puis je pense que l'association, c'est quelque chose qui peut aider là-dedans. Donc, je pense que même s'il y a des gens qui ne viennent pas, juste de savoir, Francine Roy disait justement, l'organisatrice, elle dit juste le fait qu'ils savent que c'est là, le service est là, même s'ils n'iront jamais, ils savent que s'ils ne vont pas bien ou peu importe, ils peuvent y aller. On pourrait peut-être terminer avec un petit message de Jolene dans le sens où la procédure à suivre pour aller chercher de l'information ou peut-être vouloir se greffer à ce petit comité famille avec un sujet bien précis, mais tu le soulignais tout à l'heure, ou tu permets que je te tutoie? Mais oui. Je le soulignais tantôt qu'il y avait quand même un esprit de famille à l'intérieur de ce mouvement-là. Alors, la procédure à suivre pour pouvoir soit avoir de l'information ou participer aux réunions? C'est assez simple, en fait. C'est sûr que les gens peuvent appeler au CLSC, demander pour moi, demande pour Jolene Cauvier, on va diriger l'appel. Plusieurs personnes passent par Jocelle ou par Philippe. Il y a même un site Facebook pour l'association LGBT de notre région, donc ça, c'est intéressant. Puis toutes les rencontres sont affichées comme ça là-dessus. Il y a l'agenda culturel aussi du Havre qui va vous indiquer nos rencontres et tout ça. Fait qu'on essaye de le diffuser le plus possible. Puis comme Jocelle disait, on a envie que les gens viennent. Fait que si les gens vivent des questionnements, on n'est pas obligé d'être sûr à 100 %. Puis de toute façon, hein, la littérature le démontre, là, il y a une échelle. Hein, c'est l'échelle de Kinsey qui est populaire. Ça fait longtemps que ça existe, mais c'est encore là. Il n'y a presque personne de 100 % homo ou 100 % hétérosexuel. C'est toute une plage de différence. C'est où ça commence. Est-ce que moi, si j'ai des fantasmes homosexuels, est-ce que ça fait de moi une femme lesbienne, par exemple?
Fait que c'est toute une échelle, c'est toutes ces petites distinctions-là. Fait que c'est intéressant de rester ouvert, de ne pas prendre panique quand on a des questionnements, puis aussi là, de venir cogner aux portes. C'est sûr qu'il y a le groupe, comme je disais, mais il y a aussi tout un réseau qui s'est mis en place, c'est le réseau des alliés. Ça, c'est en Gaspésie. Tous les intervenants qui font partie du réseau des alliés ont dû, comme moi, suivre une formation pour adapter nos interventions à la diversité sexuelle. Fait que ça, c'est important parce que c'est une formation spécifique qu'on a pour ça. Puis il y a une petite affichette, j'aurais pu la porter, qui est sur la porte des intervenants qui ont suivi cette formation-là. Puis vous pouvez avoir accès là, sur Internet, le réseau des alliés. Vous allez voir chacun des intervenants qui a suivi cette formation-là. Puis ça démontre un peu, bon, on est ouvert à la diversité sexuelle, puis vous pouvez nous parler librement. Fait que c'est un peu ça. Fait que ça, c'est des belles ressources qu'on a en région. Puis moi, comme je dis, je vous relance, je vous invite personnellement à venir nous voir. Ou encore, si le groupe de soutien, ça répond plus ou moins bien, bien de contacter Philippe. Il cherche des gens, il cherche des alliés pour dynamiser notre communauté LGBT ici en région. On rit parce qu'on dit que c'est 10 % de la population. Fait que 17 000 personnes, on est censé être 1700 personnes LGBT dans notre région. Fait qu'on devrait pas être si seul que ça, puis pas si isolé que ça. Fait qu'on vous lance un petit défi, là. Si jamais le groupe de soutien ne correspond pas à vos besoins, bien pourquoi pas vous impliquer d'une façon ou d'une autre en participant à la mise en place d'un OBNL. Donc, est-ce qu'on a bien fait le tour? Bien, j'aimerais terminer avec les dates, si les gens aimeraient venir. Donc, mardi, le 29 octobre, au CLSC, c'est notre prochaine rencontre. C'est à 19h. Comme je vous disais, vous stationnez la voiture derrière le CLSC. Puis, c'est pas parce que c'est ma soeur, mais Jolène, comme animatrice de groupe, c'est un bijou. Je tiens à le dire, depuis que je fais les rencontres, là, j'ai tellement appris sur moi-même et ça n'a aucun rapport avec mon orientation, la croissance personnelle, apprendre à résoudre des conflits, apprendre à gérer une relation de couple, une rupture, c'est incroyable. Donc, juste pour ça, ça vaut le déplacement. Puis le vendredi, le 15 novembre, M. Philippe Toune, notre député, qui est gay, il s'affiche ouvertement, va venir nous rendre visite. Donc, vendredi, le 15 novembre, à 10h, au restaurant Fraser de Chandler. Ça, c'est ouvert, comme les réunions, aux LGBT et aux gens en questionnement. Et pour le repas avec M. Toune, c'est un peu un brunch, si on veut, c'est aussi ouvert aux parents. Parce qu'il faut savoir que les parents, on ne les laisse pas de côté. Et d'ailleurs, si vous êtes parent d'enfants LGBT, vous pouvez appeler Mme Francine Roy au CLSC parce qu'elle s'occupe d'un groupe de parents. Puis c'est quelque chose qui peut faire du bien parce que des fois, il y a des ressources pour les LGBT, mais on oublie les parents. Mais eux aussi, des fois, ils ont des questionnements. Donc, vous êtes vraiment bienvenus. Donc, c'est un rendez-vous le vendredi 15 novembre prochain à 10h au Motel Fraser, c'est bien ça? 10h au Motel Fraser et mardi le 29. Rencontre, 29 octobre. Voilà. Moi, je ne peux que vous remercier d'avoir profité de la tribune de votre télévision communautaire de Grande-Rivière pour sensibiliser les gens à cette cause-là, une cause très importante. Et je suis surpris quand même de certaines statistiques que je viens d'entendre. Et puis, ça ouvre les yeux sur les réalités à laquelle on vit dans notre belle MRC du Rocher-Percé. Alors, quel que soit l'événement que vous avez à faire la promotion, l'activité ponctuelle, je vous invite à revenir en studio. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Et puis, est-ce qu'on peut dire que ça va conclure cette entrevue pour cette fois-ci? Oui. Donc, au plaisir de se revoir, quelle que soit la situation. Merci. Merci. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Alors, je reçois cette semaine en studio M. Jacques Langelier, qui travaille toujours pour le Centre Action bénévole Gascon-Percé. Oui. Alors, bonsoir, M. Bonsoir, Langelier. Mirko. Ça va toujours bien? Très bien, jusqu'à maintenant. Oui. Alors, la raison première de notre entrevue, de notre visite, de notre rencontre d'aujourd'hui plutôt, c'est de parler de l'activité Centraide, une activité qui est au cœur du financement même du Centre Action bénévole. Oui, et de quelques organismes aussi dont je vais faire mention tantôt. Mais il faut dire que moi, je suis un petit peu le porte-parole des organismes. Alors, ce n'est pas seulement le Centre d'Action bénévole qui va bénéficier de la recette de cette activité-là, mais tantôt, je ferai mention des organismes qui sont là. Alors, qu'est-ce que Centraide fait pour les organismes qui participent à cette campagne? Bon, c'est sûr que Centraide, c'est un bailleur de fonds qui est terriblement important parce que sa mission à Centraide, c'est de soulager la misère.
Alors, de par les organismes que nous sommes et de par la mission que l'on vit, bien, c'est sûr qu'on travaille avec Centraide dans le but d'aller chercher de l'argent parce que Centraide va nous revenir en nous disant « je vais bonifier ce montant-là et en fonction de la mission que vous avez, bien, ça va aider à votre clientèle parce que le financement, nous autres, on cherche toujours du financement. » Alors, c'est sûr que Centraide y est là pour ça, mais Centraide, de plus en plus, nous autres, on fait partie aussi du quotidien de Centraide, dans le sens qu'on n'est pas des organismes qui sont assis et disent « on va attendre un financement ». On participe activement à cette activité-là. Puis je dirais que le but de l'activité, c'est quand même important là, de parler du but de l'activité, parce que Centraide, là, c'est un peu, on entend parler de Centraide beaucoup. Le but, finalement, là, c'est de sensibiliser les gens le plus possible au fait qu'il y a des gens qui sont moins chanceux. Ça, c'est sûr. Notre but premier, c'est un peu ça. Puis de sensibiliser aussi les gens au fait qu'ils peuvent faire quelque chose pour Centraide. Ça, c'est très important. Puis faire la promotion de Centraide aussi, parce que Centraide, c'est l'argent. Moi, j'y incite souvent, Marco, puis je dis toujours la population est d'une générosité. Ça, je le dirais 150 fois que ça serait pas assez. Mais Centraide, des fois, les gens nous disent « Ah, vous avez un montant de Centraide », comme si c'était à part. Mais c'est pas à part. C'est un plus parce que c'est l'argent de monsieur et madame tout le monde. C'est les gens qui achètent des pots de confiture. C'est les gens qui vont dire, regarde, sur ma paye chaque semaine, retiens $1 ou $2. Les milieux de travail, c'est tout mis à contribution. Alors, quand on donne à Centraide, c'est sûr qu'on donne à des gens qui sont à côté de chez soi. Puis, il faut dire que quand on fait une activité de financement pour la MRC Rocher-Percé, tous les organismes que je vais nommer tantôt en font partie, c'est justement pour faire en sorte que ça redonne à la MRC. Donc, ce que je donne chez nous revient chez nous et est bonifié. Est-ce qu'on peut dire que Centre Action bénévole est un peu comme le coordonnateur de la façon avec laquelle les argent sont distribués? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Vous ne chapeautez pas le projet en tant que tel. Nous autres, ce qu'on fait... Porte-parole, du moins? Je suis le porte-parole, mais à quelque part, on est des organismes on travaille en équipe. Bon. On est une équipe, on dit cette année, par exemple, on a tant de pots de confiture à vendre, donc on est en équipe. Si moi, j'en vends 25, puis l'autre en vend 650, là, je mets des exagérations tout le temps, ouais. C'est pas important. C'est un travail d'équipe. L'important, c'est qu'on est arrivé à notre objectif, qui est de vendre les pots de confiture. Puis je peux vous dire que la générosité est encore là. Moi, ce que je fais, c'est juste rappeler aux gens qui vont nous écouter, garde, oubliez-nous pas cette année. Je ne peux pas vous demander de faire mieux que l'année passée. Je vous demande de faire aussi bien que l'année passée. Bien, c'est quand même intéressant de comprendre que l'argent ne va pas dans son ensemble exclusivement au Centre Action bénévole. Non. Et justement, quels sont les organismes qui... Bon, les organismes, on va y aller un peu vite là-dessus. C'est sûr, les numéros de téléphone, c'est publicisé un peu partout. On est quand même connus là, comme acteurs là, au niveau de l'activité de financement. Alors, il y a la Joie de vivre de Pabot, le Centre Émilie-Gamelin de Chandler, le collectif SOS J'ai faim de Cap d'Espoir, la Maison de la famille et le Centre Alpha Rocher-Percé de Chandler, il y a Répi Paboc aussi, puis il y a le Centre d'Action bénévole. Moi, je dis aux gens, si vous retenez un organisme, parce que si j'écoute ça, moi, je viens de Cap d'Espoir, c'est sûr que je sais que SOS J'ai faim de Cap d'Espoir est dans le milieu depuis de nombreuses années. Donc, c'est facile pour moi. Mais si à un moment donné, je me perds là-dedans, puis je dis, regarde, j'ai vu le Centre d'Action bénévole qui parlait de ça, je vais appeler là. Oui. Si tu viens de tel endroit, on va te référer à tel endroit. Donc, l'ensemble de ces organismes-là peuvent être contactés pour faire l'achat et participer à cette campagne de financement. Oui. Mais comment l'argent est distribué par la suite? L'argent est distribué dans le sens... Nous autres, là, notre objectif, l'année passée, on a vendu 650 pots de confiture. Oui. Cette année, on en vend 700, c'est sûr. Okay. Alors, ça veut dire 700 x 10. Puis, c'est celui qui fait les confitures, ça vient de New Richmond. J'ai oublié. Je pense qu'on Conserverie de la Baie, quelque chose de même. Je tiens à le souligner parce qu'il nous fait un beau pot de confiture. La marge de profit, il ne va pas chercher beaucoup là-dessus. Donc, ce qu'on va récolter comme argent, disons 700, on va dire 5 000 $. OK? Disons qu'il nous enlève 2 000, il reste 5 000 $. 5 000 $, nous autres, pour notre MRC, on va le donner à Centraide. Et Centraide, lui, il évalue toujours les demandes comme nous autres, comme organismes. Chacun des organismes, on fait des demandes tous les ans. On dit, garde, j'ai tel besoin pour rencontrer telle clientèle en termes de nombre aussi. Alors, Centraide étudie tout ça, on fournit des rapports d'activité. C'est une étude qui est très exhaustive. C'est un comité là, qui est, attention, pas à peu près. C'est pas à peu près ça. Bon. Puis, à travers ce qu'on demande, il dit, voici ce que je peux vous offrir cette année. Bon. C'est un peu ça, mais ça revient. Oublions pas que l'argent que je donne demain revient dans la MRC. Donc, on peut faire confiance en tout point au processus qui est appliqué et à la façon avec laquelle les argents sont dépensés plutôt. Oui. Et il y a un objectif aussi pour la Gaspésie plus régionale, disons. Non? Oui, plus régionale, qui est 520 000 $. L'année passée, si je ne m'abuse, c'est une somme impressionnante. C'est impressionnant. L'année passée, il y avait eu 540 000 d'objectifs, puis je pense qu'il avait atteint 518. Bon.
Ce qui est quand même très bon. Regarde, c'est sûr qu'on veut toujours atteindre puis le dépasser. Mais c'est quand même très bon. Cette année, on a dit, regarde, Centraide de Gaspésie-les-Îles a dit, ben, 518, on va essayer pour 520. C'est sûr qu'on met, comme nous autres, par exemple, on va un petit peu plus, là. Alors, j'imagine que toutes les MRC, là, la Gaspésie-les-Îles, vont dire, on va essayer de faire un petit peu plus pour essayer d'atteindre notre objectif. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas juste nous autres, là. Si on réussit à atteindre ça, c'est parce qu'il y a des gens qui nous entourent, qui sont très fidèles. Moi, au mois de septembre, il y a des gens qui m'appellent. Oublie pas, hein, je vais t'acheter ton petit pot de confiture, oublie pas. Hein. Ça veut dire que non seulement, écoute, là, 10 piastres pour le pot de confiture, il sait très bien que s'il va à quelque part d'autre, il va peut-être le payer 5,5. Mais il va nous donner 10 piastres parce qu'il croit aux organismes, puis il croit au travail. La personne croit au travail qu'on fait. Donc, c'est une marque de confiance. C'est comme je vous dis, regarde, j'ai pas d'argent acheté par les fenêtres, mais je te le donne, mon 10 parce que je sais que vous allez bien l'utiliser dans tous les organismes qui sont accrédités. Tant que s'acheter un pot de confiture, aussi bien être solidaire. Elle est très bonne en passant. Hein? Ah oui? Très bonne, oui, particulièrement. Donc, la fidélisation du public par rapport à cette cause-là n'est pas à faire. Non. C'est une activité qui a fait ses preuves et qui est récurrente. Je me rappelle même de l'époque des pizzas. On est passé au pot de confiture. Pizza, on était un peu nerveux lorsqu'on avait fait le changement, mais les gens sont tout de même... Oui, un donc, peu les gens nerveux, croient à la cause. parce que c'était l'inconnu à quelque part. Regarde. Puis moi, quand je parle de la générosité des gens, là, moi, on fait tous du bénévolat dans la vie. Moi, j'ai choisi que j'en faisais pour le défi Tête à prix. J'ai assisté au défi Tête à prix comme bénévole. Et moi, je n'en reviens pas. On a ramassé 27 000 là. C'est sûr qu'il y avait une tête, là, Cathy Poirier, qui a tout fait ça et qui a fait beaucoup là-dedans. Il y a eu beaucoup de bénévoles, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Hey, 27 000 piastres, là, je te parle juste de défi Tête à prix. Je te parle pas de la guignolée qui s'en vient, je te parle pas de ça. Je te parle pas de toutes les lettres que tu reçois à la poche. Je te parle pas de ceux qui passent chez vous, des étudiants. On est beaucoup sollicités. Puis moi, je peux vous dire, regarde, au Centre d'action bénévole, je le dis souvent, on est là depuis X années, et jamais qu'on peut dire, ouais, cette année, c'était pas pire. Ça a toujours été extraordinaire. Fait que moi, je remercie ces gens-là, puis je dis, regarde, si vous n'êtes pas là, la job, on ne peut pas la faire. C'est sûr qu'on doit être solidaire. On doit se serrer les coudes, on doit dire, regarde, la petite différence, je peux la faire. Jusqu'à date, on l'a toujours faite, la différence. Donc, les gens à la maison qui nous regardent en ce moment à la télévision, s'ils veulent se prémunir, disons, de ce pot de confiture-là, de façon à être solidaire à la cause, j'imagine qu'on peut toujours contacter le Centre d'action bénévole. Oui, parce que moi, on va référer aux besoins. S'ils retiennent le Centre d'action bénévole, c'est parfait. Bon. Mais comme je te dis, si je suis à Cap d'Espoir, moi, je sais que SOS est très impliqué. Si je suis à Pabot, je sais que la Joie de vivre est très impliquée. On a chacun notre clientèle, mais on travaille en équipe. C'est ça qui est important de dire. Donc, un défi à relever, battre l'objectif de l'année dernière. Oui, on va essayer. Mais on peut dire que la confiance règne. La confiance règne, on est très positif. On disait en préparation d'entrevue qu'on allait faire une petite parenthèse en ce qui concerne le carrefour d'information aux aînés. Oui, ça, c'est un petit peu, regarde, on est dans notre deuxième année d'implantation. On a un budget qui n'est pas récurrent, donc on ne sait pas si ça revient l'année prochaine. Mais ce qui est important, c'est de faire le travail au moment où il passe. Alors, carrefour d'information aux aînés, ça veut dire qu'on va viser les personnes de 55 ans et plus en tout ce qui a trait à la paperasse gouvernementale, paperasse au niveau de la SAC, nomme-les. On a vu qu'il y avait un besoin là-dedans parce qu'il y a des gens, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a des personnes âgées qui sont arrivées à 65 ans, évidemment, ont leur pension de vieillesse, et qui ont droit aussi à un supplément, des fois beaucoup plus que ce qu'ils ont, et ils ne sont même pas au courant. Alors, on a créé le carrefour d'information aux aînés, justement pour aller rejoindre ces gens-là. Puis le but, c'est de ne pas faire la job pour eux autres, c'est vraiment de les aider. Donc, c'est pas dire, tu as 65 ans, donne-moi tes papiers, je vais tout remplir ça, je vais te les donner, c'est pas ça. Non. Je vais t'aider à le faire, et c'est toi qui vas faire la démarche. Alors, il y a des bénévoles qui peuvent se rendre à domicile, ils peuvent se rendre au centre d'action bénévole aussi, mais c'est vraiment l'autonomie de la personne. Exactement, le mot autonomie est important. Le mot autonomie, tu sais, des fois, on appelle un 800 quelque chose, faites-le de... Ça fait 10 minutes que tu payes sur oui, tellement votre appel est important pour nous, oui, mais c'est 15 minutes, j'attends. Ouais. Fait que c'est un peu ça qu'on veut démystifier, puis on veut dire à la personne, si je le fais, tu es capable de le faire. Puis c'est très important que les gens soient bien informés des services qui leur sont offerts et des argents auxquels ils ont droit. Moi, je connais des gens qu'à 70 ans, ils n'étaient pas au courant qu'ils avaient droit à la régie des rentes, un exemple. Donc, il faut faire attention, on l'a payé toute notre vie, rendu à l'âge où on peut la retirer. Ça nous appartient, c'est sûr. Puis moi, oui, on a payé assez longtemps. Pour la retirer. Puis nous autres, j'ai eu un message l'autre jour, je ne sais pas d'où ça vient, mais regarde, la source est assez bonne. Je me demande si ce n'est pas la FADOC, là. En tout cas, je m'excuse si je fais une erreur là-dedans, mais je pense que c'est la FADOC, disant que, ça doit être au Canada probablement, une quarantaine de mille de personnes n'ont pas le montant de supplément revenu garanti auquel ils ont droit.
Parce qu'il l'ignore. Statistique Parce qu'il impressionnante. l'ignore. Ben oui. Donc, voilà un superbe de beau Fait que service. on peut aider là-dedans. Et en l'utilisant, j'imagine qu'on encourage les instances publiques à continuer à financer le projet, Oui, on les encourage beaucoup, puis en tout cas, en espérant que ça va demeurer. espérant, là, on est bon jusqu'au 31 mars, mais espérant qu'on va redonner de l'argent là-dedans, parce que c'est un La besoin. balle est dans le camp de la population à la maison. Profitez de ce service-là Oui, si vous rentrez dans profitez les de ce critères service-là, d'admissibilité. gênez-vous Monsieur Langelier, encore une fois, merci beaucoup de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Ça m'a Et fait on peut déjà plaisir. deviner qu'il va y avoir une visite. Et oui, avant dans Noël, pas sûrement. garantie. Eh oui. Puis je laisse aux gens à la maison Ouais. deviner le prochain sujet. Alors, au plaisir de se revoir. Merci bien. Merci, À au la revoir. prochaine. Alors, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement. Encore une fois, cette semaine, on a le plaisir d'avoir avec nous la réalisatrice, recherchiste et réalisatrice de cette capsule, Mme Jocelle Cauvier. Alors, bonsoir, Jocelle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, toujours. On a beaucoup de plaisir à réaliser cette capsule-là, semaine après semaine. Ah, moi, j'ai durant toujours l'automne hâte. et l'hiver. Oui. Encore une fois, une capsule très intéressante cette semaine. Nous allons discuter animaux hybrides. Alors, ça se présente comment? Alors, des animaux hybrides, on n'en entend pas beaucoup parler dans l'actualité, mais par contre, parfois on entend parler de l'hybridation comme de quelque chose de négatif. On se dit l'être humain commence à jouer à Dieu et mélanger des espèces qui ne devraient pas être mélangées. Alors, l'hybridation, c'est ça, c'est qu'on va prendre soit deux variétés d'animaux, ça peut être deux sous-espèces, deux espèces et même deux genres différents. Oui. Puis on va les accoupler pour faire des bébés animaux, si on veut. Est-ce qu'on peut dire que là, je devine que tu vas nous parler d'êtres humains qui ont pratiqué cette hybridation-là, mais dans l'évolution normale de l'humanité, est-ce qu'il n'y a pas eu des hasards d'hybridation qui se sont faits de façon tout à fait naturelle? Bien, exactement. Justement, l'hybridation se fait depuis que le monde est monde, de façon naturelle. OK. Donc, autant chez les animaux que chez les végétaux. Végétaux, je dirais que c'est assez fréquent. Bon. Donc, ça se fait de façon naturelle, mais lorsqu'on parle, par exemple, d'un accouplement entre deux animaux de genres différents, là, c'est l'être humain qui est derrière ça, parce que ça serait très improbable que la nature... souvent, par exemple, ça peut même être des animaux qui ne vivent pas dans les mêmes continents. Donc, Ça s'est fait beaucoup chez les chiens, hein, ou c'est peut-être parce que je suis un passionné des chiens, et puis j'ai vu un peu les exercices qui ont été effectués, là, et puis ça n'a pas toujours été au service de l'animal en tant que tel. On doit dire qu'il y a eu des belles réussites au niveau de l'esthétique de l'animal et puis des particularités de l'animal en tant que tel. bien, tu amènes un bon point, puis on va en voir plus tard, mais justement, ce qu'on va faire, pourquoi on fait l'hybridation, dans le fond, c'est que parfois, on va aimer une caractéristique chez un animal, puis une autre caractéristique chez un autre, et on a la brillante idée de dire, ah, bien, s'il y a un animal qui a ces deux caractéristiques, ça serait un super animal génial. Ça ne marche pas toujours comme ça. Souvent, on essaie de faire des accouplements qui ne fonctionnent pas. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, ces animaux-là sont stériles. C'est quand on parle, par exemple, d'un mulet, ils sont généralement stériles, sauf dans quelques rares cas, ça se peut que l'animal hybride va être fécond si c'est une femelle. Mais pour ça, il faut que c'est le même nombre de chromosomes, c'est le même type de chromosomes. Donc, c'est de la science assez évoluée, là. Donc, souvent, la conséquence première de ce genre d'hybridation-là, c'est d'en arriver à un résultat qui n'est pas fécond, qui n'est pas capable de se reproduire lui-même. Qui n'est pas fécond. Je ne savais pas ça. Il y a aussi énormément de risques de certaines maladies. Vous allez voir certains animaux tantôt qu'il y a des risques assez élevés de retard mental. Donc, mais d'un point de vue esthétique, c'est magnifique. Vous Un allez animal voir. peut avoir un retard mental? Oui. Donc, il y a certaines hybridations. Je là. portais à me poser la question tout de suite, comment on l'a évalué ça? Bien, je ne sais pas, je pourrais pas, mais je pense que ça doit être... Tu mets deux agneaux à côté de l'autre, alors celui-là, il y a un retard mental, il regarde toujours vers le haut. Hein? Il rentre la tête dans le mur. Ça doit Il mange du bois. Il mange du bois. Ça doit être des signes assez évidents qu'on se dit, OK, non, OK. on n'aurait peut-être pas dû faire ça. Ah, bon. Fait que- Mais je vais commencer avec des exemples d'hybridation dans le monde végétal. Bon. On va voir une première image avec l'orange. Donc, c'est le résultat d'un hybride entre un pomelo et une mandarine. Et dans la famille des agrumes qu'on voit en ce moment, il y a énormément d'hybridation.
Donc, Ça, est-ce qu'on peut dire que ça s'est fait de façon naturelle ou c'est quelque chose qui a été provoqué par l'homme? On pense que c'est fait de façon naturelle. OK. Mais après ça, quand l'être humain a compris le principe, bien, il s'est amusé à faire d'autres hybridations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit dans le supermarché des fruits assez bizarres parfois, que ça va être, par exemple, on va avoir des fruits sans pépins. Ça, c'est un avantage. Bien, ça a été fait souvent par hybridation. On s'est dit, bon, on va faire telle variété qui n'aura pas de pépins. Donc, on voit les agrumes. On peut passer à l'image suivante. Là, ce qu'on voit, c'est un chêne hybride à droite. Ce qu'on a fait, on voit de façon assez évidente qu'on a mélangé A et B, puis ça donne une feuille qui a des caractéristiques des deux, si on veut. Ensuite, l'image suivante. Ce qu'on va voir, c'est le triticale à droite. Le triticale, c'est un végétal qu'on va manger. C'est un mélange de blé à gauche et de seigle au centre. Ça, c'est des hybridations qu'on pense qui ont été faites de façon naturelle à un moment donné, lors de la pollinisation. Puis à un moment donné, l'être humain, bien, il s'est rendu compte de ça, puis il l'a fait à plus grande échelle. Donc ça, c'est des exemples concrets au niveau végétal, que ça se fait de façon vraiment courante dans les fleurs, dans plusieurs choses. Ça a éclairé même certains fléaux dans l'agriculture moderne, de justement jouer avec la structure moléculaire de certaines sortes d'avoine ou de cultures générales. Et puis, tout ça pour combattre les fameux insectes là, qui pouvaient complètement détruire une culture complète en peu de temps. Et puis, ces nouvelles cultures-là qui sont mises en place sont portées à contaminer les cultures naturelles qui sont autour. Là, il y a bien des fermiers là, qui se débattent avec cette réalité-là et ils ont peur que la bonne vieille avoine naturelle disparaisse pour être... est-ce que le mot, c'est transgénique? Les organismes génétiquement modifiés, oui. Ça t'amène un bon point parce que justement, on pense que si c'est fait à grande échelle, on s'entend que ça peut se faire, l'hybridation peut se faire à petite échelle dans la nature, mais si on commence à s'amuser à faire des espèces comme ça, ça peut peut-être causer un problème là, parce qu'on est en train de faire un déséquilibre. Donc oui, les fermiers ont de plus en plus de craintes par rapport à ça. Est-ce que tu as écouté l'émission Découverte cette semaine? Non. Il parlait d'une carpe asiatique qui avait été introduite dans des fleuves aux États-Unis. Et puis ça c'était pour combattre la prolification, c'est le bon mot, des algues à l'intérieur de ces cours d'eau-là. Et puis ça s'est reproduit. Tu dois certainement avoir vu ça sur Internet. Le bateau se promène, puis là, ça saute d'un bord puis de l'autre. Regarde, il y en a 3000 par kilomètre de territoire occupé. Et puis là, c'est rendu un fléau, non seulement aux États-Unis, c'est en train de se répandre au Canada. Et puis tout ça en ayant une bonne intention à la base. Là. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la nature, c'est un équilibre. Si tu introduis une nouvelle espèce, ça peut créer vraiment des gros problèmes sur d'autres espèces. Autre petit exemple qui me vient tout de suite à l'idée, les chevreuils à l'île d'Anticosti. Oui. Exactement le même problème. Exactement. Donc, je pense qu'on a des exemples concrets que les choses peuvent vraiment être débalancées. Mais comme je disais, au niveau des animaux hybrides, en général, ils sont stériles. Donc, on ne parle pas d'une nouvelle espèce en tant que telle. C'est vraiment une progéniture qui ne va pas faire de bébé. Donc, on craint un mois qu'on perd le contrôle. Puis, donc, c'est moi qui ai dérapé, là, je m'excuse. Non, mais c'est des très bons exemples, justement, pour montrer aux gens que c'est partout. Bon. C'est quelque chose qui, au niveau végétal, animal, qui concerne tous les pays. Là, on voit ça un peu partout. Je vais commencer avec un bon exemple. Les félidés, en fait, qui comprend une quarantaine d'espèces. Les félidés, ça va être, vous voyez un exemple. Ça, c'est un lion qui a été mélangé avec une tigresse. Ce que ça donne, c'est un ligre. Mais c'est vraiment beau. C'est impressionnant à l'œil. Le côté moins intéressant, c'est que c'est des animaux souvent qui vont avoir un retard mental. C'est un exemple. Ensuite, quand ils croisent les pattes comme ça, c'est un retard mental? Ça, je pourrais pas. Mes connaissanses dans le domaine des félins. Ils ont fait pour évaluer ça, là, mais d'une manière ou d'une autre, il m'a l'air tout à fait normal sur photo. C'est peut-être lorsqu'on le laisse aller lousse. Oui, c'est peut-être ça le problème. J'aurais dû regarder des vidéos, finalement. Oui. Ensuite, l'autre image, c'est la même chose. Hey, monsieur! C'est de l'animal. Encore une fois. C'est quoi le croisement, là? Un lion et une tigresse. Hey, mais lorsqu'il y a un être humain à côté, on dirait qu'on voit plus comment est-ce que ça... On voit que c'est... C'est gros de même, un lion, là? Oui, cet animal hybride-là est gros à ce point-là. Tabarouette.
Généralement, c'est des zoos qui vont faire ça. On va voir l'image suivante. Alors là, on voit à gauche un tigre, à droite une lionne et au centre un ligre, l'hybride. C'est qu'on voit un petit peu la nuance là, dans la couleur. Donc, c'est vraiment un mix des deux, carrément. Vraiment intéressant. Là, on va voir un autre exemple. Là, c'est un lion et un léopard, ou ce qu'on appelle une panthère. C'est ce que ça donne comme mélange. On voit en quelque chose, c'est pas l'animal habituel. Là. Oui. C'est surprenant. On va voir une autre image. Ça, c'est une lionne et un jaguar. C'est ça que ça donne. Encore une fois, des animaux souvent qui vont être stériles. Là, ce qu'on voit, c'est un chat de Geoffroy qu'on mélange à un chat domestique et le résultat, c'est l'image suivante. Mais sais-tu qu'heureusement que... C'est ça ici. Ah, OK. Donc, on voit que le chat domestique a quand même des caractéristiques de ce qu'on vient de voir. Là, c'est un serval, un autre type de félin qu'on mélange encore une fois qu'un chat domestique et ça va donner l'image suivante, ce qu'on appelle un savannah. C'est du gros minou. Hey. C'est beau. C'est beau, oui, c'est très joli. Ça, c'est un chat léopard du Bengale, encore une fois un félin qu'on mélange à un chat domestique et ça va donner quoi? L'image suivante, c'est un bengal. C'est un chat quand même, il y a beaucoup de gens qui ont ça, là, c'est devenu populaire. On dirait l'impression d'avoir mis une tête avec Photoshop. Hein? Oui, exactement. Souvent, ça fait ça, les animaux hybrides. Là. Il y a quelque chose qui cloche. Ensuite, l'image suivante, c'est un chot, c'est un félin, encore une fois. Si on le mélange à un chat domestique, ça va donner un chausie qu'on voit à l'image. Voilà. C'est qu'on voit quand même qu'il y a des caractéristiques qu'on retrouve. Là. Je ne sais pas si tu vas partager mon opinion là-dessus, mais je suis très content que ces animaux-là n'ont pas la possibilité de pouvoir se reproduire en grand nombre et que ça ne devienne pas une certaine norme au niveau de ce qui constitue le patrimoine des animaux sur notre planète. On s'imagine bien que ça peut faire des dérapages. Là. Même déjà au niveau des chiens et des chats de race, il y a moins de brassage génétique, on s'entend, parce qu'on essaie toujours de faire de reproduire entre toujours les mêmes spécimens, si on veut. Ouais. Puis puisqu'il y a moins de brassage génétique, c'est des animaux souvent qui ont plus de maladies. On est capable de dire, par exemple, que le caniche a telle maladie, que le chat siamois a telle maladie. Ça, c'est vrai. C'est parce que, justement, les gènes ne se brassent pas. Tandis qu'un chat de gouttière, comme on dit, lui, il y a des gènes d'à peu près n'importe quoi. C'est ça que mon vétérinaire me disait, là, des fois, là, un bon chien, là, j'excuse le terme, entre guillemets, un bon chien bâtard, là, des fois, tu vas avoir bien moins de problèmes. Puis souvent, les bâtards sont les plus longue vie, moins de maladies, plus résistants. J'en ai eu pure race, là, problème avec les yeux, problème avec les oreilles. Comme je dis, on peut déjà prédire si vous achetez, je ne sais pas, par exemple, un Yorkshire, on peut déjà vous dire, OK, à tel âge, surveille, il peut y avoir des problèmes de ci, de ça. Donc, pourquoi? Parce que, justement, les gènes, ça fonctionne. Disons que tu as un gène défectueux. Si tu reçois un autre gène, ça peut le réparer en quelque sorte. Mais si tu as toujours les mêmes gènes de deux spécimens qu'on fait reproduire pour faire des chats purs, si tu veux, de race, bien, si c'est un gène défectueux, l'autre là aussi, puis le chat va avoir le problème. C'est toujours mieux un espèce de brassage génétique, là, même pour les êtres humains. C'est pour les mêmes raisons qu'on dit que c'est pas une bonne idée de faire un enfant avec sa cousine, exemple. Parce que ta cousine a pas mal les mêmes gènes que toi, c'est ta famille. Donc, si tu as un gène défectueux, probablement qu'elle l'a elle aussi, donc la maladie sort. Si tu es avec quelqu'un complètement étranger à toi, pas parenté, si tu as un gène défectueux, probablement qu'elle a le gène qui est correct, puis elle va compenser pour le tien. Pour certaines maladies. D'où l'importance de la nation québécoise d'avoir un peuple multiculturel. Voilà! On va être un peuple fort. On fait un pont avec les autres émissions, c'est bon. Exactement. Là, je vais continuer avec la famille des canidés, donc les chiens. Vous allez voir, donc, à l'écran, c'est un... Non, ça, c'est un chat. On va voir l'image suivante. Ça, c'est un coyote. Donc, si on le mélange à un chien, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un dogoth. Ça, c'est arrivé de façon naturelle, ça, hein? Oui, ça arrive de façon vraiment naturelle. Donc, un dogoth... C'est vrai que ça fait vraiment une tête Photoshop, là. Il y a un petit air de coyote, quand même, là, on voit... Je ne sais pas s'ils gardent plus le domestique que l'aspect naturel. Au niveau du tempérament, ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire... Mais ça serait intéressant de l'évaluer quand même. Oui, oui. Prochaine capsule. Prochaine capsule. Là, maintenant, vous allez voir un loup, évidemment, mélangé avec un chien. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un chien-loup.
Hey, c'est vraiment, là, c'est beau, ça. C'est impressionnant, hein, c'est Ouais. vraiment... Donc, quand on dit un chien-loup, Vraiment là, un berger c'est... allemand avec un corps de loup. Hein. Bien, pour développer certaines races de chiens, comme je pense que justement le berger allemand, là, on a fait des mélanges justement avec d'autres espèces comme le loup. Ah oui. Donc, pour mettre au point certaines espèces, là, on fait tout un mélange. Ensuite, on va voir une autre image, encore une fois un hybride. Ça, c'est un catalo, c'est un mélange de taureau et de bison. Je pensais que c'était un Yorkshire. Ça te fait un gros Yorkshire, c'est une vache en fourrure, si on veut. OK. Fait que, Ah, ça, c'est on va pas mélanger ça ensemble. un cama, ça, c'est un lama et un dromadaire. Ce que ça donne, ça n'a pas de bosse. Ben oui. Quand on mélange les deux, Vous la n'avez même bosse, pas remarqué oui. au premier regard. la bosse disparaît. Bon. Ensuite, on va voir un cochon glier. Donc, comme le nom le dit, c'est un mélange de cochon et de sanglier. L'image suivante, c'est aussi un cochon glier. Un animal de compagnie, carrément, avec une petite laisse. Avec un porte-épic, là. Oui, j'avoue. Ensuite, on va voir un pisili, donc un ours polaire et un grizzly. Ah oui, hey, Ça m'a surpris en faisant la recherche. Ben là, oui. je ne pensais pas que ça existait. Puis l'image suivante, c'est encore une fois un pisili. C'est impressionnant. J'aimerais pas me ramasser avec ça tout seul. Non, vraiment pas. Ensuite, on va voir un wolf fin. Ça, c'est un mélange de faux orque et un grand dauphin. Ça donne... C'est au niveau de la dentition que ça ne fitait pas, ouais. Ça donne un dauphin avec des dents que tu n'as pas envie qui Non. te ramassent dans l'eau. Oui, puis le regard est assez perçant. Oui, on dirait un dauphin pas fin. Oui, en plein ça. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit ouh. Ouais. Fait que, ensuite, on va tomber dans la famille des chevaux, ânes et zèbres. Ça, c'est un mulet. On en entend souvent parler, une tête de mule qu'on appelle. C'est un mélange d'un âne et d'une jument. Donc, l'image suivante, c'est encore une fois un mulet et à côté un cheval, qu'on voit un petit peu la différence en dimension. Et l'image, c'est encore une fois deux mulets. Là, ce qu'on voit, c'est un mélange entre un âne et un zèbre. C'est un zébrane. Donc, le petit bébé qu'on voit avec les pattes de zèbre puis le reste. Non, mais c'est spécial, là. Ça, on dirait vraiment du Photoshop, mais Ouais. c'est vraiment ça. C'est totalement impressionnant. L'image suivante, c'est encore la même chose. Un zébrane, donc un mélange d'âne et de zèbre. Et ça, encore une fois, c'est la même chose. C'est totalement impressionnant. Ça, c'est un zébrule, c'est un mélange entre un cheval et un zèbre. Vous allez voir, moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Vous allez voir les images. Là. La prochaine, c'est la même chose. Regardez ça, c'est incroyable. On dirait du Photoshop, mais ça existe, c'est un animal Ça, comme c'est ça. fait en laboratoire par fécondation in vitro, quoi? Non, carrément, on les accouple. Ah oui? Oui, mais c'est souvent des animaux qui vont être stériles, mais c'est totalement impressionnant parce qu'on ne peut pas dire d'avance qu'est-ce que ça va donner Ben comme non. mélange. Ça, qu'est-ce que c'est? Je voulais le mettre parce que ça, on dirait un mélange. C'est un okapi. On dirait encore une fois un mélange de zèbre et de d'autres choses. Mais ça, c'est un animal qui est comme ça au naturel. Un okapi, c'est pas dans la famille des chevals et des zèbres, c'est impressionnant. C'est un animal dans la famille des girafes. Bon. Donc, Mais ça, c'est un original, c'est pas oui, du- ça, c'est pas un hybride. C'était pas un hybride. Je tenais à le mettre parce Un que... peu comme un ornithorynx, un exemple. Exactement. On Parce que, dit... imagine-toi l'histoire sexuelle qu'il faudrait raconter pour un ornithorynx, là. hein? Bien, c'est ça. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est vraiment justement comme un ornithorynque. La personne qui a découvert ça, parce que ça, c'est un des derniers grands mammifères découverts. Ah oui? Oui, ça vit en Afrique centrale. Celui qu'on voit en ce moment? Oui, c'est un animal qui n'était pas connu seulement des tribus en Afrique. Puis là, on l'a découvert, notre civilisation, si on veut. Ça fait pas si longtemps que ça. Puis, On arrive encore à découvrir de nouvelles oui. choses, même à notre époque. Hein. Puis moi, je me dis, la personne qui a vu ça, c'est sûrement comme la personne qui avait un ornithorynque qui a dû se dire... Mais qu'est-ce qui se passe? Puis, comme je le dis, c'est que étonnamment, c'est dans la famille des girafes. Puis non, c'est pas une girafe qui s'est accouplée avec un zèbre. Pourquoi il y a les espèces les pattes et les fesses zébrées? C'est qu'on pense que quand ils se déplacent dans la savane, dans la brousse, ça aide les petits à continuer à suivre leur mère. Ah. Parce qu'on s'entend que ça flash, là. Il y a un derrière Flyman. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Alors, c'était ma petite capsule sur les animaux hybrides. Et encore une fois, cette semaine, une capsule très divertissante. Puis j'ai encore appris.
Donc, ça atteint les 2 objectifs à chaque semaine. Félicitations, Jocelyne. Bien, j'apprends toujours en le faisant. J'adore ça aussi, parce que je me dis, oh mon Dieu, je ne savais pas ça. Et encore une fois, la beauté de la chose, c'est que cette chronique revient la semaine prochaine. Mais oui, avec plaisir. Donc, au plaisir de se revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, fidèles spectateurs à notre télévision communautaire, je vous remercie de m'accueillir encore une fois chez vous. Le thème de la capsule d'aujourd'hui m'a été inspiré par l'exploration d'une partie du décor de la campagne électorale municipale et celle à la MRC. Je vous propose d'élargir notre vision du développement de notre belle et spectaculaire région en explorant durant les minutes qui suivent la stratégie d'intervention gouvernementale pour le développement de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Il est surprenant qu'avec tout ce qui est contenu dans ce document, qui fut présenté en mai dernier à Bonaventure, on n'entende pas plus les candidats répéter à haute voix les idées et les projets présentés dans cette stratégie. On aurait pu s'attendre à l'utilisation de certains projets comme processus électoral et même comme composante de leur plateforme. On dirait que du fait qu'ils sont inscrits noir sur blanc dans un document gouvernemental, ils sont quelque chose comme chose du passé et que leurs promoteurs savourent déjà leur exécution. Il faut savoir que ces initiatives ont été proposées au cours d'une vaste consultation sur toute notre région et qu'ils ont été appuyés par nos élus qui sollicitent encore notre confiance pour poursuivre leur travail à notre bénéfice. Avant de regarder plus en détail les projets qui prennent pour cadre plus particulièrement notre MRC du Rocher-Percé, voyons un peu comment le tout s'articule. En haut de la stratégie, il y a un comité ministériel présidé par Madame la Première ministre et 5 ministres sont inclus dans ce comité. Ce n'est pas rien et on nous gâte. Un comité régional de mise en œuvre dont la coordination est confiée à la direction régionale du Mamro au niveau de la conférence administrative régionale, cette fameuse CAR-GIM, si largement connue, est l'organisme de réalisation. Cette CAR est responsable de la mise en œuvre de la stratégie sur le terrain. Vient ensuite et finalement la table des partenaires où il serait plus facile de dénommer les absents que ceux qui y sont. Par contre, on y retrouve les députés de nos circonscriptions, la CRE, la MRC, les CLD, les DG des CRE, des CLD et des MRC. Tout ce beau monde, alléluia. Cette table assure aussi la mise en œuvre et le suivi. Monsieur le député ministre responsable de la Gaspésie des îles de la Madeleine, Monsieur Gaétan Lelièvre, préside les travaux de cette instance. Les responsabilités sont effectivement réparties tout au long de ce dispositif de gouvernance, si bien que, comme citoyens et citoyennes de notre Gaspésie et îles de la Madeleine, il ne manque pas d'interlocuteurs à qui poser des questions sur notre stratégie de développement et surtout sur les réalisations. En peu de pages, la stratégie fait la situation de notre région qui avait bénéficié entre 1999 et 2002 d'un plan de relance, on s'en souviendra. Elle met en évidence les secteurs prioritaires et propose une grande diversité d'initiatives. Le message qu'elle nous envoie est essentiellement qu'il est temps que la région se mette en marche et que le gouvernement est engagé à l'aider à accompagner ses premiers pas. Rappelons-nous que la stratégie repose sur 3 piliers majeurs. Une main-d'œuvre à développer, des secteurs moteurs à développer et des conditions, je dirais, gagnantes à réunir. Chacun de ces piliers reçoit un traitement qui en permet une compréhension facile. Concernant la présentation des initiatives, la stratégie enregistre des propositions retenues sous 3 intensités, un peu comme les gagnants aux Jeux olympiques. Il y a les médaillés d'or qui visent les projets bien engagés ou matures, des médaillés d'argent qui sont attribués aux chantiers à développer et des médaillés en bronze pour des idées à explorer durant le prochain quinquennat. Voyons maintenant de quoi il en retourne dans notre MRC Rocher-Percé. Nous sommes
très peu présents dans le secteur éolien et les énergies en termes de projets, même si nous aurions probablement pu avoir quelques projets en ce sens. Dans l'industrie forestière, on retrouve des projets ou idées à couverture régionale, mais rien de très, très spécifique à notre MRC. Du moins, ces projets ne sont pas localisés. C'est dans le secteur du tourisme que l'on retrouve le plus de projets qui peuvent toucher directement ou indirectement la MRC, et on comprend pourquoi. On retrouvera des projets sur augmenter la qualité de l'hébergement, l'étude du mur de protection à Percé, le géoparc de Percé, mise en valeur du tourisme hivernal, le plan d'investissement de la CEPAC, développement d'un circuit liant 4 grands parcs de la Gaspésie, dont celui du Rocher-Percé et de l'île Bonaventure, le support à l'industrie des croisières pour 3 ans, et les médaillés de bronze, soit les idées à explorer, apparaissent encore plus intéressantes que les projets et chantiers qu'on peut y trouver. On y parle notamment de tourisme hors saison, de forfait de transport, d'agrotourisme, de tourisme de pêche, de tourisme de chasse, de navigation de plaisance dans la baie des Chaleurs. Dans les domaines des pêches et de l'aquaculture, on ne retrouve pas pour notre MRC de projets matures, tout au plus des énoncés d'intention sans budget. Pour le secteur de l'agroalimentaire, là aussi, on ne retrouve rien de spécifique à notre MRC, même si le MAPAC sera mis en évidence avec d'autres partenaires privés pour des projets à retombées régionales. Pour le secteur minier, on retrouve bien entendu la relance du projet Ciment-Mécanisme annoncé alors à 700 millions de dollars. Enfin, la MRC enregistre la régionalisation du Technocentre des technologies de l'information et des communications de Chandler, le TCTIC, pour une somme de 235 000 $, ainsi que la promotion par la MRC du Rocher-Percé d'un fonds de 143 000 $, pour la diversification économique dédiée au TIC. Cette revue non détaillée, je l'admets, nous fournit quand même les indications de ce qui nous intéresse et qui intéressera nos élus et nos promoteurs d'ici 2017. Mais ce n'est peut-être pas à ce niveau que le plus important se dessine. Je vous ai dit qu'il fallait aussi réunir des conditions gagnantes. Ainsi, c'est au niveau principalement des infrastructures que l'on retrouve le plus de matière. On y dénombre le train touristique, le chemin de fer de la Gaspésie, l'aéroport de la MRC Rocher-Percé, le transport collectif, le réseau portuaire, le transport aérien et maritime. Ces initiatives ont des valeurs et des impacts variables, mais ce sont sur eux que repose le succès de ce qui a été proposé comme projet concret dans notre MRC. Il faudra se rappeler que l'infrastructure supporte la structure. Alors, en plus, très certainement que des initiatives sur l'investissement et la productivité, l'entrepreneuriat, la recherche et l'innovation, les marchés et l'exportation, le cadre de vie, l'éducation et la santé, finiront bien sûr par atteindre nos rives et donner toute la raison d'être et la pérennité à cette stratégie. Or, à ce chapitre, hormis les salles de spectacle et les salles de loisirs, il y a peu de chiffres qui permettent de situer l'importance de l'intention. Bien entendu, une telle stratégie n'est pas parfaite et les principaux risques viendront sur 4 fronts, principalement. Le premier sera celui de la disponibilité du financement public, même pour l'accompagnement des projets bien ficelés, dans une période où l'argent se fait de plus en plus rare. La somme totale des investissements requis par catégorie de promoteurs est actuellement impossible à faire. D'ailleurs, peu d'initiatives sont chiffrées. Les investissements privés associés aux promoteurs seront-ils à la hauteur et les contributions publiques seront-elles au rendez-vous en considérant que tous les paliers de gouvernement, qu'ils soient scolaires, municipaux, MRC ou provinciaux, ont atteint la limite sur la carte de crédit du contribuable. En second lieu, la stratégie n'est pas un tout homogène, dans le sens qu'elle repose sur des engagements faits par des promoteurs privés ou publics, locaux, pour des projets de valeurs différentes pour la collectivité.
Des acteurs peuvent ainsi se démarquer au regard de leur motivation et réaliser leurs projets et de faire cheminer leurs idées. On pourrait alors assister à un véritable lobby dans les premières années pour favoriser des projets à court terme et à haute visibilité, laissant de côté les initiatives plus longues à structurer, dont les effets sont plus difficiles à mesurer dans le temps, plus coûteux en termes d'investissement ou simplement moins spectaculaires. En souhaitant qu'une bonne partie des idées, initiatives et projets, du fait qu'ils ont reçu l'aval des décideurs, se réalisent, quels seront les coûts récurrents de ces apports à notre collectivité, en termes d'entretien et en termes de remplacement? Le document annonce des coûts d'études et de réalisation, mais on ne peut pas véritablement savoir ce qu'il en coûtera à notre population pour maintenir des états de service, en état de service, des structures et des infrastructures. Je ne donne pas volontairement d'exemple précis, mais disons qu'au départ, si le facteur d'acceptabilité sociale, en principe, a été réglé, rien n'est joué une fois l'œuvre réalisée. Enfin, il s'agit d'une stratégie reliée à une vision d'un gouvernement. Même si l'assise repose sur des déclarations du milieu, nous savons tous l'importance du politique dans la conduite des projets financés par un haut taux de subvention publique, quelle que soit la provenance. Or, la politique peut être d'humeur changeante, et ce, grâce à notre bon processus démocratique. Je tiens à le dire haut et fort, comme citoyens et citoyennes de la Gaspésie, nous devons nous approprier la stratégie pour ce qu'elle est et nous assurer que nous créons à notre niveau les conditions gagnantes pour la réalisation à la hauteur des ambitions que nous lui admettons. Il s'agit après tout de notre propre qualité de vie et des conditions pour continuer à développer pleinement de notre région. Mais avant tout, je vous invite à en prendre connaissance. Le document est disponible sur le site du gouvernement à l'adresse suivante: http://gouv.qc.ca/publication/2018-2013-SIG-GIM.pdf. J'espère que vous avez bien noté. Mais en faisant une simple recherche avec les mots-clés « stratégie, développement et Gaspésie » sur un moteur de recherche, on y arrive. Vous aurez en bonus la couverture journalistique qui l'accompagne. Maintenant, voici en terminant un instrument météorologique qu'on nomme un héliographe. Hélios qui veut dire soleil et graphène qui veut dire écrire. Non, ce n'est pas ma boule de cristal avec lequel je réfléchis à l'avenir. C'est un instrument simple qui sert à mesurer la durée de l'ensoleillement. Il fonctionne sur le principe de la loupe qui brûle un papier, qui est celui-ci, par rapport à l'intensité lumineuse et une durée donnée. Son problème en Gaspésie, c'est qu'il ne fonctionne pas les jours de brume comme aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com ou directement sur notre compte Facebook. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine.